L'extrême droite est plus puissante que jamais. Suite à la dissolution de l'Assemblée nationale, le Rassemblement national est en train de s'allier au parti Les Républicains et à Reconquête pour former une union des droites dominée par l'extrême droite, un événement sans précédent dans l'histoire de la Ve République. Nous avons besoin d'une alliance avec le Rassemblement national, avec ses candidats. Je vous confirme ce soir qu'il y aura donc un accord dans ces élections législatives. C'est une digue qui cède, clairement. Face à cet état de fait, la gauche s'organise et des personnalités du monde intellectuel et artistique appellent à une union de la gauche, seule force à pouvoir potentiellement empêcher ce basculement. C'est en tout cas ce qu'affirme l'économiste Julia Cagé, co-signataire d'un appel dans le journal Le Monde à l'union des gauches pour les élections législatives. Alors que risque-t-on si le Rassemblement national arrive au pouvoir ? La gauche peut-elle vraiment s'unir ? Et si oui, peut-elle gagner ? Est-il encore possible d'éviter l'ascension de l'extrême droite au pouvoir ? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette nouvelle émission pour Blast. Julia Cagé, bonjour. Vous êtes enseignante chercheuse et économiste, vous êtes professeure en économie à Sciences Po Paris, vous êtes spécialiste de l'économie politique, de l'histoire économique et vous avez coécrit avec Thomas Piketty une histoire du conflit politique et vous venez de signer avec d'autres cette tribune dans Le Monde suite à la dissolution de l'Assemblée nationale intitulée « L'union des gauches et des écologistes maintenant », l'appel de 350 personnalités du monde politique, intellectuel, militant et artistique. Alors, comment déjà avez-vous reçu la nouvelle de cette dissolution de l'Assemblée nationale dimanche soir ? Ça a été un choc énorme. Ça a été un choc pour tout le monde. Il faut quand même savoir que ce que fait Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est de jouer au poker avec la démocratie. Il donne la possibilité au Rassemblement national et à l'extrême droite de prendre le pouvoir dans moins de 3 semaines. Dissoudre, ça fait partie de la Constitution. Et on a le droit de dissoudre, on a le droit de rappeler les Français aux urnes. Ça, c'est démocratique. 3 semaines pour faire campagne, et en fait 2 semaines pour faire campagne, puisqu'il y a 1 semaine pour le dépôt de candidature, ça, c'est un déni de démocratie. On ne laisse pas aux partis le temps de convaincre les citoyens. Donc en fait, on va voter n'importe comment, dans la précipitation. Et voire ne pas voter d'ailleurs. Voire ne pas voter du tout, puisqu'en plus, premier tour, 30 juin, deuxième tour, 7 juillet, donc en pleine grande vacances, avec des taux d'abstention qui sont déjà d'habitude extrêmement bas, pas de temps pour la campagne. Ce qui veut dire que les gens vont pas vraiment comprendre forcément les enjeux, les sujets. Donc c'est un véritable déni de démocratie. Et ça, juste, je rajouterais sur l'inscription sur la liste électorale qui n'est plus permise. Non, donc même si il n'y a pas assez de temps, donc il y a des gens qui s'étaient inscrits heureusement avant pour les européennes, mais là, des gens qui se sentiraient davantage concernés par les législatives que par les européennes, ils ne peuvent pas s'inscrire. Enfin, on est face à un déni de démocratie. Donc ça, c'était vraiment la première baffe et le premier choc. La deuxième baffe et le deuxième choc, et c'est pour ça qu'on a fait cet appel-là, c'est que si vous regardez les scores aujourd'hui, le total des voix de la gauche est en dessous du total des voix de l'extrême droite. Et pas un peu en dessous, si on regarde le score obtenu par le Rassemblement national et par Marion Maréchal Le Pen. Donc, ça veut dire quoi, très concrètement ? Ça veut dire que si on ne crée pas immédiatement, 1, l'union des gauches et des écologistes, 2, une mobilisation, une dynamique de campagne, la gauche va se faire balayer. Or, là, on a une opportunité, c'est de recréer de l'alternance politique. On a une voix et il y a un espoir. Et c'est quand même un truc qui est extrêmement important, parce que potentiellement, même dans les scénarios les plus optimistes, on pouvait voir une alternance pour 2027. Et on voit tout ce que Macron, aujourd'hui, engendre comme souffrance, et comme souffrance sociale, en termes d'inégalité. On a eu la réforme des retraites, on a la réforme de l'assurance chômage, on a des politiques anti-pauvres, anti-migrants qui se multiplient. Et finalement, là, il y a la possibilité de faire basculer tout ça d'ici 3 semaines. Mais ça suppose vraiment de se mobiliser. C'est pour ça que on a été beaucoup à se réunir et il y a aussi des activistes, il y a des gens qui viennent de partout en France, parmi les premiers signataires de tous les horizons, de tous les quartiers. En moins de 24 heures, on avait déjà plus de 40 000 signataires. Et puis on n'est pas les seuls. Je veux dire, les syndicats ont fait un appel pour l'union des gauches et des écologistes. La LDH a pris position extrêmement fortement. Donc on peut dire que les citoyennes et les citoyens de gauche définis au sens large sont tous pour l'union. Hier, on a eu un premier pas vers le Front populaire. Il faut vraiment tenir bon là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a un accord de principe de gauche par circonscription, un candidat de gauche par circonscription. Voilà, c'est une règle extrêmement simple. Il faut tenir là-dessus. Et puis, il y a quand même un deuxième enjeu. Les gens ne vont pas aller voter pour la gauche pour voter pour la gauche.
les gens vont aller voter pour la gauche si la gauche leur propose un programme de changement et de rupture. Donc il faut des propositions extrêmement fortes qui doivent être faites dans les prochains jours. Un des autres arguments qui a été utilisé par les gens qui défendent cette union, c'est aussi de dire que seule l'union de la gauche peut faire barrage au Rassemblement national, et donc que si on souhaite une alternance à Emmanuel Macron au Rassemblement national, il faut voter à gauche, même si on n'est pas foncièrement de gauche. Il y a quelque chose qui est extrêmement important qu'il faut bien avoir en tête, et malheureusement, on l'entend très peu. La première force d'opposition aujourd'hui à l'extrême droite en France, c'est l'union des gauches et des écologistes. C'est pas Emmanuel Macron. Emmanuel Macron prétend être une force d'opposition à l'extrême droite. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, c'est 15% dans les urnes. Hein. 15% dans les urnes versus 32, 33 pour Bardella, quasiment 40 si on additionne toutes les listes d'extrême droite. Donc avec 15%, vous ne faites pas barrage à l'extrême droite. Aujourd'hui, la seule force politique qui peut faire barrage à l'extrême droite, c'est le Front populaire. Est-ce que c'est vraiment possible ? Parce que là, quand on voit que les droites, il faut le rappeler, sont en train de s'allier. On est en train d'avoir une union des extrêmes droites et des droites. C'est d'autant plus urgent. C'est d'autant plus urgent. Aujourd'hui, en fait, l'extrême droite réussit à faire en France ce qui s'est fait aux Pays-Bas, ce qui s'est fait en Italie, l'union des droites, mais l'union des droites dominée par l'extrême droite. Ce qui veut dire, en termes de politique derrière, atteinte contre les libertés, atteinte contre l'indépendance des médias, coup porté aux migrants, aux étrangers, aux plus modestes. On sait les politiques qui vont être menées demain si cette droite conduite par l'extrême droite l'emporte. Donc c'est urgent. On sait les politiques. Je ne pense pas qu'on sache les politiques. Il y a beaucoup de gens qui se disent « moi, j'en peux plus de Macron ». Et donc, soit je vais voter pour l'extrême droite, alors que je suis pas vraiment d'extrême droite, soit je vais laisser les choses se faire et je n'irai pas rejouer cette espèce d'opposition permanente qu'on nous sort depuis maintenant 2017, parce que de toute façon, ça sert à rien, et puis on verra avec l'extrême droite, au moins ce sera pas Macron. On joue pas au dé avec l'extrême droite et on revient jamais en arrière. Moi, j'en peux plus de Macron non plus, mais j'ai voté Macron au deuxième tour en 2022, j'ai voté Macron au deuxième tour en 2017, je suis né en 1984, j'ai voté pour la première fois en 2002, et j'ai voté Jacques Chirac au deuxième tour en 2002, et je ne le regrette pas. Parce qu'on voit quand même ce que ça nous a amené. Ce que je regrette dans tous les cas, c'est qu'en 2002, les gens ne soient pas déplacés suffisamment au premier tour pour que la gauche passe au second tour, qu'en 2017, la gauche ait été suffisamment bête pour ne pas s'allier et ne pas passer au second tour, et qu'en 2022, la gauche ait à nouveau été suffisamment bête pour ne pas s'unir et ne pas passer au second tour. Ça, je le regrette. Et ça, j'en veux beaucoup aux forces politiques de gauche. Maintenant, il y a 2 erreurs à ne pas faire. Les forces politiques de gauche, elles ne doivent pas faire l'erreur de ne pas y aller ensemble. Elles doivent y aller ensemble, d'où la démarche de Front populaire qui doit être menée jusqu'au bout. Et les électeurs ne doivent pas faire l'erreur de jouer au dé avec le Rassemblement national. Moi, je comprends parfaitement leur colère et leur opposition à Emmanuel Macron, et je suis la première à être en colère contre toutes les politiques qui ont été menées au cours des dernières années par Emmanuel Macron. L'extrême droite, c'est pire. C'est Emmanuel Macron en pire. Alors, le truc, c'est que c'est pas évident, parfois, de réaliser ça, vu les lois qui ont été votées ces dernières années par Emmanuel Macron. Mais j'ai envie de dire, les pires lois qui ont été votées ces dernières années en termes de liberté par Emmanuel Macron, la loi anti-squat, la loi immigration, puisqu'on parle des libertés en commission, la fusion de l'audiovisuel public il y a quelques semaines, à chaque fois, ça a été voté avec les voix du Rassemblement national. Ça a été voté avec les voix de l'extrême droite. Donc, si on veut Emmanuel Macron en pire, alors il faut se tourner vers l'extrême droite. Concrètement, qu'est-ce qu'on risque là, aujourd'hui, si Jordan Bardella ou un leader d'extrême droite devient Premier ministre ? On risque beaucoup. En fait, tout le monde a à perdre. Les plus pauvres ont à y perdre. Et ça, je veux vraiment insister là-dessus. Et c'est là où il y a un travail. On a fait une vidéo là-dessus, Abla, sur le programme économique du Rassemblement national. Oui, et puis surtout sur le fait que ce programme économique ne tient pas la route. L'électorat de l'extrême droite et la structure même de l'extrême droite est extrêmement incohérente. Vous avez d'un côté Marine Le Pen ou Jordan Bardella qui disent qu'ils vont faire des programmes de redistribution, d'investissement dans les services publics, et en même temps, ce sont les mêmes qui disent qu'ils vont supprimer l'impôt sur la fortune immobilière. Donc voilà, Emmanuel Macron avait quasiment tout supprimé avec l'impôt sur la fortune. Eux, ils vont encore aller plus loin. Moins d'impôts pour les plus riches. Si vous supprimez l'impôt sur la fortune immobilière, comment est-ce que vous allez financer les services publics ? Comment vous allez financer les hôpitaux ? Comment vous allez financer l'éducation ? On sait très bien que le programme du RN est complètement incohérent et complètement inconsistant. Ça, c'est la première chose sur le plan économique. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'il faut dire très concrètement ? Il faut que la gauche ait des propositions à faire pour les électeurs du Rassemblement national. C'est qui les électeurs du Rassemblement national ? C'est ce qu'on a étudié dans le livre avec Thomas Piketty, une histoire du conflit politique. On a regardé l'évolution de la structure de l'électorat et les caractéristiques des électeurs pour les différents partis. Aujourd'hui, les électeurs du Rassemblement national, ce sont principalement les plus modestes des bourgs et des villages. Pourquoi ils votent pour le Rassemblement national ? Pour des problématiques de pouvoir d'achat et des problématiques d'abandon.
leurs territoires sont abandonnés. Vous avez des départements en France où il n'y a plus de maternité. Vous avez des fermetures d'écoles publiques, vous n'avez pas d'infrastructures publiques. Alors, vous avez des gares, et il n'y a plus de trains qui passent dans les gares, donc voilà. Et en plus, on va vous dire derrière qu'il ne faut pas prendre une voiture individuelle. Donc la gauche doit parler à cet électorat-là avec des propositions très concrètes. C'est possible pour vous, Une ça, idée. en 3 semaines? Ben oui, mais il y a des choses très simples à mettre en œuvre. Donc une idée, par exemple, vous faites un ISF service public. Ça veut dire quoi, un ISF service public? C'est que vous réintroduisez un véritable impôt sur la fortune qui pourrait rapporter 30 milliards d'euros par an. Donc, un impôt sur la fortune à 30 milliards d'euros par an, c'est simple. Vous taxez à 1% au-delà d'1 million d'euros. Vous taxez à 2% au-delà de 10 millions d'euros. Vous taxez à 3% au-delà de 100 millions d'euros. Donc, il n'y a pas grand monde qui est concerné. Vous faites contribuer les plus riches au financement des services publics. Et avec 30 milliards d'euros par an d'ISF service public, vous réinvestissez l'hôpital public, vous réinvestissez l'éducation, vous réinvestissez les services publics de transport. Ça, c'est une proposition simple. Les électeurs qui aujourd'hui ne votent pas ou votent dans ces territoires abandonnés pour le Rassemblement national, ils peuvent comprendre ça, cette dynamique de gauche, ce nouveau souffle, cette proposition, et se tourner vers la gauche. On peut le faire sur les services publics, on peut aussi discuter d'autres mesures liées au pouvoir d'achat, on peut discuter de l'école publique, du fait qu'aujourd'hui, vous avez toute une partie de la population qui refuse la mixité sociale à l'école, ce qui crée d'énormes inégalités. On pourrait aussi avoir des propositions fortes de la gauche sur ces sujets-là, en disant que si l'école privée refuse d'entrer dans la carte scolaire, alors l'école privée perd ses financements publics. Ça, c'est une deuxième proposition qui est relativement simple. Vous voyez, en fait, en 10 propositions, 15 propositions, la gauche qui redevient une véritable gauche, c'est-à-dire pas ce qu'on a eu pendant le quinquennat Hollande, la gauche qui reconnaît ses erreurs passées, Oui, parce qu'en qui fait, a des mesures fortes comme par le passé, elle peut remporter les législatives et améliorer la vie des gens. ce qui est vraiment frappant dans tous les discours des personnes qui votent RN, et donc qui sont vraiment à distinguer du Rassemblement national ou de l'extrême droite, c'est on est en souffrance, la gauche est déconnectée des problèmes, elle ne reconnaît pas les problèmes d'insécurité par exemple, et le RN apporte cette solution qui est de dire... Alors, il faut voir, je suis d'accord avec vous, la gauche n'a pas suffisamment parlé des vrais problèmes avec des vraies solutions au cours des dernières années. Maintenant, si vous prenez sur l'insécurité, qui a fait augmenter l'insécurité en France? C'est pas la gauche au pouvoir qui a supprimé la police de proximité. C'est Nicolas Sarkozy, qui demande sans cesse de couper dans les effectifs de fonctionnaires. C'est pas la gauche. Ça a toujours été la droite. C'est là où il faut quand même souligner les incohérences de la droite et les incohérences économiques et programmatiques de la droite. On peut dire sécurité, de la droite qui est donc en train de s'allier avec l'extrême droite. De la droite qui est en train de s'allier avec l'extrême droite. Vous dites sécurité, 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 et derrière, vous ne financez pas la police. Vous faites baisser les effectifs de fonctionnaires. La gauche doit prendre cette problématique sécuritaire comme les autres et dire on va réinvestir la police de proximité, c'est-à-dire en fait recréer des services publics dans les quartiers. Recréer des services publics dans les territoires où on n'a plus aujourd'hui suffisamment de services publics. C'est ça l'urgence qu'on a aujourd'hui. Et pas de discuter si tel ou tel est un peu trop libéral ou si tel ou tel a des propos un peu trop durs en politique. La vie politique française aujourd'hui, elle n'est pas parfaite. La gauche, elle n'est pas parfaite. Les partis de gauche, on comprend parfois pourquoi ils débattent entre eux, ils ont des désaccords. Mais si vous regardez aujourd'hui la structure de l'électorat de gauche, les citoyens, les électeurs, il y a une véritable cohérence. Puis il ne faut quand même pas se faire d'illusions. L'électeur Glucksmann, Raphaël Glucksmann, il est quand même plus proche d'un point de vue programmatique et idéologique de Jean-Luc Mélenchon ou de l'électeur LFI que de Marine Le Pen. C'est ça la question aujourd'hui. On va y revenir. Là, vous proposez, vous êtes une économiste de renom, vous proposez de s'unir autour de plusieurs points de programme qui sont parmi ceux que vous venez d'énumérer. Mais effectivement, et vous avez commencé à l'évoquer, il y a une réalité politique, une réalité de personnes, une réalité de partis qui rebutent beaucoup de gens. Et hier, on l'a vu à l'annonce de cette union, enfin donc avant-hier, au moment où on publiera cette vidéo, il y a des personnes qui disaient « Mais moi, jamais j'irai voter pour un parti qui s'allie avec la France Insoumise, qui est antisémite, par exemple. » Ça, c'est des trucs qu'on a beaucoup entendus. On a également eu, à contrario, des personnes plutôt du côté des Insoumis qui disaient « Mais moi, jamais j'irai m'allier avec un parti social traître, avec des libéraux qui ont tué la gauche. » Donc, on voit que cette union, elle va pas être simple, déjà, du côté des politiques et du côté des électeurs de gauche, qui sont aussi profondément divisés et avec deux visions peut-être de la gauche différentes. Il y a 3 semaines pour les convaincre. Et encore une fois, ils peuvent avoir des visions de la gauche différentes, mais ce qui les rapproche est plus important que ce qui les sépare de Marine Le Pen et ce qui les sépare de l'extrême droite. Est-ce que vous pensez sérieusement que les 7,7 millions d'électeurs qui se sont tournés vers Jean-Luc Mélenchon au premier tour de 2022
sont antisémites? Est-ce qu'on pense sérieusement que les députés et les filles aujourd'hui sont antisémites? Est-ce qu'il y a eu des dérapages? Oui. Est-ce qu'il faut les condamner? Oui. Est-ce qu'il faut lutter contre l'antisémitisme? Oui, oui et oui. Est-ce qu'il y a des propos qui n'auraient pas dû être tenus, des affiches qui n'auraient pas dû être faites? Oui, il y a eu des énormes erreurs et il y a des manières de faire de la politique qu'on devrait fondamentalement éviter et penser davantage aux citoyens qu'au fait de mettre sa gueule sur l'affiche. Voilà. Ça, c'est dit d'un côté. De l'autre côté, est-ce qu'on est entièrement d'accord avec Raphaël Glucksmann? Surtout, non. Est-ce qu'il a eu parfois des positionnements politiques libéraux? Oui, par le passé, on a le droit de changer d'avis. Ensuite, si vous écoutez Raphaël Glucksmann à la fin de sa campagne pour les européennes, de quoi il nous parlait sur l'Europe? Il parlait de protectionnisme social, environnemental et fiscal aux frontières de l'Europe. C'est quand même relativement proche de ce que propose la LFI depuis des années avec son plan A, son plan B. C'est-à-dire donc pour vous, il y a vraiment des points d'accord possibles. Mais oui, mais il faut bien les trouver. C'est-à-dire, le problème, c'est le risque en face. Moi, j'aurais préféré, d'une certaine manière, mais tant mieux. Là, on a la possibilité de l'alternance dans 3 semaines. D'une certaine manière, j'aurais préféré qu'on ait 3 ans pour réfléchir tous ensemble à ça et trouver des points d'équilibre. On n'a pas 3 ans, on a 3 semaines. Bon, alors on va nous dire, quand on disait on a 3 ans pour faire l'union, il y avait des gens qui disaient « Ah, le programme commun de la gauche 80, ça a pris 30 ans ou 10 ans. » Bon, on n'a pas 10 ans devant nous, on a 3 semaines pour se mettre d'accord et éviter l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Et c'est là-dessus qu'il faut focaliser aujourd'hui tous nos efforts. C'est ce que demandent les citoyens, c'est ce que demandent les électeurs. Voilà, on a 350 signataires d'une tribune, en 24 heures, on a 40 000 signataires supplémentaires. Alors, c'est moins que les vidéos Blast, mais on a fait avec nos petites mains. Et derrière ça, c'est aux hommes et femmes politiques d'être intelligents. C'est-à-dire de dépasser les clivages personnels. Vous savez, il y a des clivages personnels, il y a des propos qui n'auraient pas dû être tenus, donc ça crée de la rancœur. Oui, à un moment donné, vous faites de la politique, il faut dépasser la rancœur. Vous savez, si toutes les femmes en politique, à chaque fois qu'il y a eu de la misogynie, elles décidaient de plus aller s'asseoir ou de plus faire alliance avec des hommes qui ont fait preuve de misogynie, on n'aurait plus du tout de femmes en politique. Ou alors plus du tout d'hommes, ça serait peut-être un peu mieux. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire? Il y a des erreurs, il y a des manières de faire campagne qui ne sont pas toujours les meilleures. Ça a été fait, on oublie. On pose l'essentiel, et l'essentiel aujourd'hui, c'est de créer l'alternance à gauche. Mais il y en a qui vont vous dire, on va voir ce qui se passe si le Rassemblement national arrive au pouvoir, et pendant ce temps-là, on peut reconstituer la gauche pour proposer une véritable alternative en 2027. Je me permets d'insister là-dessus parce que c'est des messages que j'ai beaucoup reçus, moi, sur les réseaux sociaux, en allant aussi au contact des électeurs, en interview, où on voit qu'il y a des personnes qui, clairement, ne mesurent pas le danger que peut représenter le Rassemblement national, qui se disent, c'est une force politique comme une autre. C'est d'ailleurs présenté comme ça dans la plupart des médias. Et on peut essayer. Il n'y a pas non plus une telle urgence dans 3 semaines, puisque de toute façon, c'est le même truc qu'on nous ressort depuis des années, et on va nous le ressortir en 2027. Il y a vraiment 2 choses qu'il faut distinguer. 1, c'est pas une force politique comme une autre. Deuxièmement, on ne peut pas combattre le Rassemblement national que sur ce plan-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas combattre le Rassemblement national qu'en rappelant son histoire, qu'en rappelant son passé, qu'en rappelant d'où il vient. Il faut le rappeler, il faut dire tous les risques qui vont aller avec une victoire du Rassemblement national en termes d'atteinte aux libertés. Il faut voir tous les gens qui vont en souffrir, tous les étrangers, tous les migrants. Encore une fois, quand je parlais tout à l'heure de pauvrophobie, on verra ce qui va être fait en termes de minima sociaux, mais on sait très bien que partout où l'extrême droite est au pouvoir, elle s'en prend toujours aux plus modestes. Donc voilà, il faut quand même savoir ce qu'est l'extrême droite et la manière dont elle gouverne. Il faut regarder ce qui se fait dans d'autres pays, en Pologne, quand l'extrême droite était au pouvoir, en Hongrie, quand l'extrême droite était au pouvoir, aujourd'hui aux Pays-Bas. Tout le recul qu'il y aura sur les politiques environnementales et climatiques, parce que quand même on a un véritable enjeu là, aujourd'hui, en termes de politique climatique. Vous avez un déni climatique du point de vue du Rassemblement national. On peut prendre tous ces dangers-là et tous ces risques-là, il faut les mettre sur la table et ça doit servir à convaincre. Mais quand même aussi, on ne peut pas simplement dire c'est les méchants. Les gens ne se déplacent pas pour aller voter contre les méchants. Il faut qu'ils aient une motivation pour aller voter. Et c'est là où tout le travail pour moi aujourd'hui, c'est même plus temps de dire le Rassemblement national, c'est les méchants, ce sont des fascistes, ils ont une histoire. Le travail aujourd'hui, c'est d'avoir des propositions fortes de la part de la gauche sur le pouvoir d'achat, sur les services publics, en termes de réindustrialisation, en termes de protectionnisme, du coup, social, environnemental, fiscal aux frontières de l'Union européenne, pour que les gens aient une motivation positive pour aller voter. Les gens, ils en ont assez de voter contre. Voilà. Ça fait des années qu'on vote contre. Je vous le disais tout à l'heure, moi, depuis 2002, j'ai davantage voté contre au second tour d'une présidentielle que pour. Oui, donc, les gens ne vont pas voter. Et puis, en fait, si vous votez contre, après tout, pourquoi ne pas voter pour le parti, le Rassemblement national, qui dit on chamboule tout, on est contre les élites, on est contre les institutions, on est contre les libertés. Non, il faut un message positif. La gauche, elle s'est assise déjà parfois rapidement pour proposer une alternative positive. En 97,
97, il n'y avait pas de programme de gauche qui était préparé. Ils se sont assis, ils ont réfléchi, ils avaient des propositions fortes, ils ont fait les 35 heures, ils ont fait un certain nombre d'autres mesures, et ça a réussi. Tout n'était pas parfait, mais ça a réussi en partie. D'ailleurs, c'était le PS, avec les Verts, il n'y avait pas LFI à l'époque, mais Mélenchon était ministre. Il ne faut quand même pas l'oublier, Mélenchon était ministre à l'époque, il était content de gouverner avec les socialistes. Aujourd'hui, c'est à chacun de faire des efforts. Pour terminer sur un aspect peut-être plus précis, mais qui nous concerne, nous aussi, beaucoup ici à Blast, et pour les personnes qui regardent Blast, c'est celui de la privatisation du service public de l'audiovisuel, puisque vraiment un des endroits qui va être menacé le plus si le Rassemblement national arrive au pouvoir, et d'ailleurs même s'il n'arrive pas au pouvoir, si Emmanuel Macron reste comme ça au pouvoir, eh bien c'est l'information. Ce sont les journalistes. Vous êtes spécialiste de l'économie des médias, vous avez produit de nombreux travaux sur le sujet. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les risques aujourd'hui si le Rassemblement national arrive au pouvoir pour la liberté de la presse de manière générale? Bon, il y a un énorme risque pour l'audiovisuel public, et ça, quand même, faut pas le sous-estimer, vu l'importance aujourd'hui de l'audiovisuel public dans le paysage d'ensemble, c'est-à-dire reprise en main de l'audiovisuel public, qu'il soit privatisé ou non. Il faut regarder ce que Giorgia Meloni est en train de faire aujourd'hui en Italie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous avez un peu de pluralisme ou de l'indépendance des médias qui peuvent faire des enquêtes, qui peuvent faire du documentaire, qui peuvent faire du reportage, demain, vous avez l'extrême droite au pouvoir qui reprend en main, vous n'avez plus de contradiction, vous n'avez plus d'opposition, vous n'avez plus d'enquête sur l'extrême droite, ça c'est le premier risque. Deuxièmement, sur la liberté de la presse dans son ensemble, il y aura une fragilisation, je pense, de tout ce qui est... Mais Macron, pour ça, il a quand même bien posé les bases, ça va aller plus loin, de tout ce qui est protection des sources, avec les atteintes sur le secret des affaires. Il y aura des menaces qui seront posées sur les journalistes qui, par exemple, seront en couverture des mouvements sociaux. Des manifestations. C'est déjà le cas. C'est pour ça que je vous dis, Macron a déjà bien posé les bases. Je pense qu'il y aura aussi une fragilisation financière des médias, et les médias sont en situation déjà fragile aujourd'hui, avec un certain nombre d'aides publiques, on appelle ça de l'aide publique, mais par exemple les médias d'information vont avoir un taux de TVA réduit. Ça, on va le remettre en cause sans doute. Puis aujourd'hui, vous avez quand même un certain nombre de lois, alors complètement imparfaites, je passe mon temps à les critiquer, mais au moins on en a encore des petits bouts, puis il faudrait surtout aller dans le bon sens, qui évitent trop de concentration dans le secteur des médias, qui impose du pluralisme interne à l'audiovisuel. On voit déjà que c'est pas bien respecté. Donc, tous ceux qui ont peur, quand ils regardent CNews aujourd'hui, et qui s'aperçoivent que sur CNews, justement, vous n'avez plus d'informations, plus de liberté d'informer, uniquement de la propagande. Imaginez un monde où dès que vous allumez la télévision, vous voyez CNews, ça aussi, ça devrait être une raison d'aller voter pour la gauche les 30 juin et 7 juillet prochains. Et alors, dernière question, est-ce que, honnêtement, vous pensez que là, on peut échapper au Rassemblement national à Matignon? Ouais, il faut mettre toutes ses forces dans la bataille. Vous savez, aujourd'hui, il y a une véritable cohérence de l'électorat de gauche qui doit se mobiliser. Vous avez 50% d'abstentionnistes qu'il faut aller chercher. Quand je dis qu'il y a une cohérence de l'électorat de gauche, je veux vraiment souligner un point, et c'était une des conclusions principales d'une histoire du conflit politique. Si vous regardez aujourd'hui la manière dont votent les classes populaires, les plus modestes, aujourd'hui, ils continuent à voter pour la gauche quand ils votent, ou ils s'abstiennent. Et vous avez une partie des classes populaires un peu plus favorisées dans les bourgs et dans les campagnes qui votent aujourd'hui pour le Rassemblement national. La préoccupation principale de ces deux électorats, c'est la même. C'est le pouvoir d'achat, c'est l'accès aux services publics. Et si vous regardez par exemple les déserts médicaux, c'est la Seine-Saint-Denis où on vote LFI, et c'est la Creuse où on vote Rassemblement national. Donc si la gauche est capable d'apporter des réponses à ces deux populations qui souffrent des mêmes maux, des réponses en termes de pouvoir d'achat et des réponses en termes de services publics, par exemple pour mettre fin aux déserts médicaux avec un ISF service public, si la gauche est capable de faire ça, elle peut l'emporter dans 3 semaines et on peut avoir une alternance. Bien, écoutez, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, Julia Cagé, d'avoir été avec nous. Merci d'avoir regardé cette interview. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Croyez-vous qu'une union de la gauche soit possible ? Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à la partager. En ces temps troublés, l'information est plus que nécessaire. Et cette interview est aussi disponible en podcast sur toutes les plateformes de streaming. Je vous rappelle qu'à Blast, nous sommes un média indépendant et que plus que jamais, nous avons besoin de votre soutien. Si vous voulez que nous puissions continuer notre travail, vous pouvez nous soutenir financièrement en vous abonnant ou en faisant un don sur blast-info.fr. Et moi, je vous dis à bientôt.